Ça peut paraître contre-productif, mais j'ai toujours bien aimé m'endormir en jouant aux jeux vidéo. Pas forcément sur console de salon, mais dans quelque chose de beaucoup plus intime. Sous la couette, sans mes lunettes, toutes les lumières éteintes, avec une console portable à 2 centimètres des yeux. C'est clairement une habitude que j'ai pris quand j'étais gamin et que j'avais le droit de jouer uniquement 3 heures par semaine, une heure le mercredi, une le samedi et une le dimanche. Et c'est clairement pas comme ça que j'allais réussir à terminer Final Fantasy IX en moins d'1 an. Le truc évidemment, c'est que parfois je m'endormais, et alors que je fermais les yeux et que je me laissais aller, il restait plus que la musique dans les oreilles. Souvent la mélodie chaude, douce, de je ne sais quelle ville ou quelle carte du monde d'un jeu de rôle japonais au hasard auquel je joue en ce moment. C'est comme ça que le thème des villes dans Final Fantasy 1 est devenu un peu associé dans mon esprit à une forme de quiétude douce et d'endormissement. C'est peut-être même d'ailleurs le seul souvenir que j'ai vraiment de mon expérience par rapport à ce jeu, qui m'a pas laissé non plus un souvenir impérissable. C'est peut-être même pour ça que j'ai un rapport très particulier au RPG et à leur ville, et à quel point j'aime me retrouver dans leur tranquillité, dans leur calme. Non seulement ce sont des jeux, les RPG, qui permettent un certain échappatoire, c'est un espace-temps complètement parallèle, qui n'est pas quantifié par les minutes et les heures, mais au contraire par les chiffres qui augmentent et surtout la volonté du joueur. L'intensité de ces jeux, elle est variable, et surtout décidée par la personne qui est en charge. Le jour, lorsque nous sommes plutôt en forme, on peut enchaîner les combats de boss et les donjons, allant avancer l'histoire dans un rythme plutôt soutenu, mais la nuit, par contre, il est très possible de pouvoir simplement aller chercher des équipements, explorer un petit peu la ville, parler aux personnages secondaires, apprécier les histoires qui se tissent entre eux, s'imprégner de l'ambiance, et plus encore que apprécier seulement le jeu, se fondre à lui, et devenir un peu comme une partie intégrante de lui-même, comme lui devient une partie intégrante de nous-mêmes. C'est comme ça que certains jeux, ou certaines zones de certains jeux du moins, laissent des souvenirs un peu plus forts que d'autres, voire même des souvenirs un peu plus chauds. C'est comme si là-bas on se sentait chez nous, comme si l'œuvre touchait une partie de notre cerveau qui nous faisait nous sentir très très bien, à l'aise, prêt à dormir ou à se laisser aller. D'une certaine manière, ces jeux pourtant extérieurs à nous deviennent un peu comme une seconde maison, quelque chose qu'on domestique qui nous accorde le même confort qu'un retour chez les parents ou qu'un plaid lesté et chaud. C'est arrivé vraiment à chacun, je pense, de revenir à un jeu assez régulièrement pour y chercher un confort, et c'est pas forcément lié à la qualité. Moi je sais que mes jeux préférés, Persona 3 et Final Fantasy 9, c'est des jeux qui me donnent pas du tout cette émotion-là. Peut-être parce que justement je le trouve un petit peu écrasant par rapport à toutes les qualités que je leur trouve. Je pensais au début que c'était lié à la nostalgie, parce que toutes ces émotions je les trouvais principalement dans des séries de jeux qui m'accompagnaient depuis mon enfance, donc j'ai relancé quelques vieux jeux dont je me rappelle doucement, et non, non, clairement pas. Qu'on parle jeu de rôle, jeu de plateforme ou autre chose, il y a quelque chose vraiment d'indicible que certains jeux ont, que d'autres n'ont pas, y compris des jeux auxquels je tiens beaucoup depuis très longtemps. Par exemple, un jeu que j'avais pas touché depuis mes 10 ans, mais dont j'ai un souvenir qui est vraiment impérissable, c'est Night Journey of Dream de Sega. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un petit peu compliqué d'y retourner, mais je pense qu'on fera une vidéo entière dessus parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire dessus. If you just try it. Go over and touch nuts. You'll see what I mean. Mais du coup, on va y aller ensemble, et je vous propose de venir avec moi tranquillement dans plusieurs jeux qui me donnent un peu cette impression-là, dans le but d'essayer de définir le pourquoi du comment certains jeux me font ça et d'autres non. La raison originale de pourquoi cette vidéo existe, c'est que cette émotion-là, j'ai retrouvée dans un jeu qui s'appelle Trails in the Sky, qui est le premier jeu d'une série appelée The Legend of Heroes Trails, qui est un spin-off d'une autre série qui s'appelle The Legend of Heroes. C'est un peu compliqué, mais ça fait vraiment que commencer. J'ai commencé ce jeu il y a un mois, et j'y joue sans grande passion, mais avec beaucoup de plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, Trails in the Sky, c'est le premier jeu d'une série qui est assez longue, du coup la sous-série Trails, qui consiste maintenant en une douzaine de jeux, y compris les plus connus, Trails of Cold Steel, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Ça reste un petit peu niche quand même. Le gros point fort historiquement, et selon les fans de la série, c'est un peu la manière qu'elle a de créer un univers. Elle donne à chaque personnage, même non jouable, même les petits personnages qu'on croise dans la rue, un arc narratif qui avance au fur et à mesure de l'histoire, contrairement aux autres jeux où les dialogues de personnages y changent assez rarement, et restent surtout statiques, en brisant un petit peu du coup l'immersion, et surtout en donnant au jeu un peu un air de peinture ou de photographie immobile qu'on traversera une fois, avant de partir et de plus jamais y revenir. Puis tout simplement j'aime beaucoup l'esthétique du jeu, j'aime beaucoup les fonds en 3D et les sprites en 2D, c'est quelque chose qui me touche énormément, je connais pas mal de jeux qui font ça, Grandia le fait aussi par exemple sur Saturn et Dreamcast, quelque chose que je trouve vraiment très très beau, mais aussi les musiques douces et l'innocence des personnages qui découvrent avec nous
L'aventure, il nous donne du coup à la fois envie d'avancer et une vision qui est complètement non cynique des événements. Un peu comme une version la plus pure de ce qu'était un jeu de rôle à l'époque, lorsqu'on découvrait encore et avant tous les délires un petit peu métatextuels ou de réflexion sur le média que les jeux ont commencé à faire dès la fin de l'époque Super NES, début PlayStation, avec des jeux comme Xenogears, Chrono Cross ou les Final Fantasy de la fin de la PS1. Lorsque à ça on ajoute les musiques douces, confortables et l'univers très bucolique, on arrive dans ce qui ressemble vraiment à un comfort game, c'est-à-dire un jeu qui va apporter aux joueurs un certain confort et une certaine chaleur, comme si c'était un jeu qui était agréable et surtout qui accueillait le joueur à bras ouverts afin de le laisser vraiment intégrer ce monde sans heurts, sans problème et sans non plus trop de réflexion ou de problèmes avec les mécaniques. Le combat est très très simple dans Trails, j'ai l'impression qu'il peut devenir plus compliqué plus tard, je vais être assez honnête avec vous, j'ai joué pour l'instant qu'une 14aine d'heures, mais ce que j'ai vu me plaît vraiment beaucoup. Et je pense que ce jeu met en lumière, c'est aussi une autre valeur du jeu vidéo, un autre intérêt qui est celui du temps. Le jeu vidéo a un peu cette force d'imposer un temps long aux joueurs, et crée aussi une aura un peu mystique, surtout dû au fait que le continent dans lequel se passe Trails n'est pas seulement explorable en un jeu, mais sur plusieurs jeux, et toujours en expansion. La franchise Trails a préparé des plans pour les 20 ans à venir au minimum. Le jeu vidéo, du coup, a cette force d'imposer un temps long aux joueurs qui est à la fois minimal, car il faut un temps minimal pour finir un jeu, mais aussi qui peut un petit peu s'adapter aux désirs du joueur. Il peut aller très vite et finir le jeu en une vingtaine d'heures, ou alors juste s'immerger complètement dans la création d'un monde, avec quantité de textes à lire, de personnages à rencontrer et d'éléments facultatifs, faisant durer non pas l'aventure, mais le temps passé dans un autre monde. C'est encore plus fort dans cette franchise-là, comme dans un autre jeu dont on va parler juste après, enfin un petit peu de temps après, parce que Trails est une franchise qui s'étend sur énormément de jeux et dont l'histoire s'étend petit à petit sur ces jeux-là. Lorsque l'on finit Trails in the Sky, ce n'est pas la fin de la franchise, car il reste une dizaine de jeux après, où ce monde, ces personnages et ce continent continuent d'être explorables. C'est un peu comme une boîte de Pandore qu'on ouvre à un certain moment et que l'on ferme quand on veut. Et comme si ce monde-là, du coup, restait existant et restait vivant, même lorsque nous avons vu les crédits défiler dans le premier épisode. Ce qui est aussi très fort dans Trails et qu'on retrouvera autre part, c'est que c'est un jeu d'exploration de ville. Il laisse le joueur du coup à son libre désir dans plusieurs zones urbaines, avec des cartes et une géographie qui est mémorable et pleine de petits endroits qui nous donnent envie d'y vivre. Et le jeu nous force aussi à prendre conscience de nos alentours virtuels, d'une manière à créer une carte mentale, quelque chose de très important dans cette intégration du jeu par le joueur, que l'on retrouve au cœur de nombreuses zones ou endroits considérés comme chers à de nombreux joueurs. Super Mario Galaxy! Cette énergie, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans beaucoup de Hub World. Et Hub World, c'est les petits niveaux dans lesquels on revient entre chaque monde ou expérience dans un jeu de plateforme. Ce sont du coup des petites zones pleines de secrets qu'on est forcé d'explorer pour avancer le jeu, sans forcément avoir s'y opposer d'une manière de challenge, comme avec les autres niveaux, dans lesquels on s'aventure afin de trouver du coup la suite des mondes à explorer. Je sais que beaucoup de gens par exemple adorent le château de Peach dans Mario 64. Personnellement, je l'ai toujours trouvé assez désagréable à explorer, peut-être parce que trop complexe, trop rempli de recombats de surprises, mais surtout un peu trop aride. On n'y croise personne, il y a un peu un aspect assez fantomatique dans ce jeu-là, d'ailleurs pas étonnant qu'il y ait autant d'histoires, un peu de légendes urbaines autour de ce jeu-là. Mais je pense que c'est aussi lié à un goût assez esthétique. J'ai jamais été très très fan des jeux de Nintendo 64 et de leur look très polygonal. Je préfère largement ceux que faisait par exemple PlayStation à l'époque, avec des proportions un peu plus humaines et un aspect un peu plus pixelisé. Par contre, un Hub World de Mario que j'aime énormément, c'est celui de Mario Galaxy, l'Observatoire de la Comète, qui est déjà beaucoup plus dans ce que j'aime, autant la musique que les personnages qui arrivent petit à petit, au même moment que s'illumine petit à petit du coup cet endroit qui était au départ complètement éteint et que grâce à notre action prend vie de nouveau. Et aussi il laisse le temps d'explorer. Par exemple, il y a des power-ups qui sont uniquement disponibles là-dedans, ou alors une backstory complètement facultative que l'on découvre petit à petit dans une des zones de cet observatoire. Peut-être qu'il est un peu limité comparé à d'autres, mais d'un point de vue purement esthétique, il me plaît énormément, mais c'est aussi sûrement un peu nostalgique. Par contre, un Hub World avec lequel je n'ai aucune nostalgie mais que j'aime beaucoup, c'est celui de Sonic Adventure. On y retrouve vraiment ces personnages non jouables qui avancent dans les petites histoires, genre il y a un mec qui est amoureux de la vendeuse de burgers d'en face, etc. J'aime aussi beaucoup la musique, très rock, très années 90, qui va en fond, tout comme le ciel bleu qui est complètement d'un optimisme très Sega, très japonais. On appelait d'ailleurs cette vibe la Sega Blue Sky,
qui est complètement au cœur de ce pourquoi est-ce que je pensais que j'adorerais rejouer à Night Journey of Dreams. Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, grâce à ça, j'ai absolument compris pourquoi est-ce que les gens aiment Sonic, ce qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre, que j'ai pas forcément compris avant de jouer à Adventure du coup. D'ailleurs, dans les Hub World, il y en a encore deux que j'aime aussi beaucoup, mais plus par leur aspect un petit peu sécuritaire, c'est-à-dire que dans des jeux de type action RPG, non de type de plateforme, il y a certaines zones où aucun ennemi n'entre, qui sont un peu comme des zones de sécurité à l'intérieur d'un monde qui est beaucoup plus agressif ou beaucoup plus antagoniste. Chez Square Enix par exemple, dans Kingdom Hearts, j'adore la ville de Traverse, sa manière un peu d'agir comme un répit dans la panique. Le premier quartier de cette ville-là, c'est le seul endroit de tout le jeu où rien de mal ne peut vraiment arriver et aucun ennemi ne peut apparaître. Quelque chose qui forcément marque beaucoup de joueurs et qui est très présent dans d'autres jeux encore plus durs. Par exemple chez From Software, chaque jeu a un Hub World, et notamment Demon's Souls, qui est peut-être celui qui est le plus iconique, qui s'appelle le Nexus. Il y a quelque chose de très apaisant à traverser du coup ces marches, à sauter un petit peu de haut pour mourir, parce qu'il faut mourir dans ce jeu pour pouvoir jouer de manière optimale entre chaque niveau. C'est un peu compliqué, mais surtout voir les personnages qu'on a sauvés dans les niveaux évoluer, s'y retrouver, et entendre les phrases habituelles des personnages non jouables, doublées de manière fantomatique, en boucle et en boucle. Cependant, il y a un Hub World qui est encore un peu au-dessus, qui se double même lui d'un terrain de jeu, qui est à la fois ouverture vers autre chose et monde ouvert à explorer, et c'est le quartier de Kamuro dans la série de jeux Yakuza. Il y a quelque chose d'incroyable à arpenter ces rues encore et encore, année après année, jeu après jeu, car la série Yakuza se passe uniquement dans ce quartier-là, ou du moins se passe à chaque fois dans ce quartier-là. On peut voir ces quartiers du coup augmenter de quelques restaurants ou d'un nouveau mini-jeu. On constate les changements, les améliorations visuelles et les nouveaux quartiers. Dans un jeu de cette franchise, la ville est à la fois centre des actions et temps d'attente. Ici, tout s'y déroule, et c'est dans les bureaux ou les boutiques que les quêtes secondaires se passent. On est donc invité à y passer du temps, à retracer son chemin, à revenir sur les mêmes routes encore et encore, jusqu'à parfois se perdre ou arriver un peu à un point de frustration. Mais très vite, au bout de quelques heures, traverser ces rues, ça devient un peu comme une seconde nature. On sait exactement à quel croisement trouver quelle boutique, ou passer du temps dans un mini-jeu absurde, et les souvenirs s'empilent les uns après les autres. Ce qui est assez fort, c'est que en réutilisant la même ville, certes améliorée, certes remodelée, mais toujours avec la même carte principale, ce que deviennent ces jeux, c'est une vraie simulation de vie, parce que non seulement on se plaît à retrouver des éléments de jeu qui nous ont plu dans les derniers opus, comme si on revenait en vacances à un même endroit, mais en plus, il y a quelque chose dans cet ajout progressif d'éléments dans un quartier déjà rempli à ras-bord, qui non seulement nous amène vers quelque chose de nouveau, qui n'est pas une copie identique, mais aussi nous permet une familiarisation. Dans la première partie que j'ai fait de Yakuza, sur le premier jeu sur PlayStation 2, je savais absolument pas où aller, les noms de rues et les noms de zones me paraissaient complètement obscurs, un peu comme des références que j'avais pas. J'étais étranger, perdu dans cette immense ville, mais maintenant, alors que je termine le 4e opus du jeu, je sais exactement à quelle position sur une carte se correspond, par exemple, le croisement entre Pink Street et Tenkaichi Avenue, que peut me donner un personnage non jouable à un moment. C'est dans ce sens-là que je trouve ça assez dommage que de plus en plus de jeux, du moins de monde ouvert, font ce qu'on appelle le fast travel, c'est-à-dire utiliser le menu pour se téléporter d'un endroit à un autre de la carte et accéder plus vite à un certain endroit. Ce que ça apporte de positif, évidemment, c'est la facilité d'un point de vue du jeu, et surtout un dynamisme dans le jeu. En allant plus vite à un endroit, on évite de perdre beaucoup de temps. Mais ce qui est perdu, du coup, c'est cet aspect de carte mentale et d'apprivoisement de l'espace, et surtout de connaissance de l'espace. Un endroit, par exemple, comme le monastère de Gareg-Mach dans Fire Emblem Three Houses 6, qu'on est amené à explorer, mais dans lequel il y a un mode de fast travel qui nous permet de passer, du coup, l'exploration, à vrai dire. C'est très dommage, parce que ce qui fait que cet endroit-là, par exemple, que j'aime beaucoup, qui me plaît esthétiquement, surtout qui est dans un jeu que j'aime énormément, au final, je ne l'ai pas tant exploré que ça, car au bout de quelques heures, j'en avais assez, et j'utilisais le menu comme manière d'avancer d'un endroit à un autre. Ça aussi, ça pousse à un design de monde qui est peut-être un petit peu plus feignant, simplement, qui transforme ce monde-là en juste une suite de fonctions. Contrairement à Yakuza, où vu que c'est beaucoup plus dur d'accéder à un fast travel, il y a une direction artistique et un sens du détail qui est mais fabuleux, et qui donne vraiment envie de faire ce qui est conseillé, c'est-à-dire perdre son temps, utiliser ce jeu pour apprendre d'autres jeux d'argent asiatique un peu ésotériques comme le Mahjong que maintenant je connais grâce à Yakuza, aller chanter au karaoké des chansons devenues maintenant des mèmes ou juste traîner dans les égouts et regarder les murs et écouter le bruit de l'eau.
Et voilà, des petits couloirs du quartier de Little Asia à la Millennium Tower, jusqu'au restaurant que maintenant je peux mettre sur une carte un petit peu au pif. Les parkings, la pluie, Stardust, la boîte de nuit sur la place du cinéma, ou tout ce qui est par rapport au Purgatoire, le quartier rouge de ce jeu. Kamurocho représente exactement ce qu'un hub world de jeux vidéo peut être, à la fois accueillant, extensif, et qui récompense l'exploration tout en guidant le joueur. Et de toutes les autres villes que Yakuza ont parfois intégrées dans leurs histoires, on trouve à chaque fois des hub worlds aussi explorables et aussi forts comme réserve à temps perdu. Si aucune n'est arrivée au niveau de précision qu'on trouve dans Kamurocho, on peut citer Sotenbori, qui est le quartier d'Osaka qu'on explore dans le 2, le 5 et Yakuza 0, le préquel, qui est très très agréable aussi à explorer. Mais surtout j'adore la ville de Ryokusho dans Okinawa, qu'on explore dans Yakuza 3. Si j'ai jamais vraiment réussi à m'y retrouver parce qu'il n'y a pas cette espèce de syndrome de Stockholm que Kamurocho peut nous faire, il y a quand même un vrai plaisir à pouvoir juste traverser ces rues-là et s'amuser simplement à regarder les gens et à voir les boutiques et peut-être dans un certain sens s'inspirer des mœurs de cette ville-là. Et encore dans ce sens-là, la longueur des jeux peut aussi être une expérience dans ce sens, c'est-à-dire que c'est pas une coïncidence si les deux jeux que j'ai cités, enfin du moins Yakuza et Trails, font partie de franchises qui contiennent plus d'une dizaine de jeux. Parce que on voit encore une fois l'importance d'une expérience se plaçant dans un temps long et à quel point c'est utile pour la domestication d'un univers parallèle. Contrairement à un jeu qui se termine et qui avec la fin clôt son histoire, certes c'est souvent la manière optimale de raconter une histoire ou de créer une expérience unique et mémorable, mais un monde qui s'étend sur plusieurs opus, il devient d'autant plus passionnant qu'il devient en potentiel richissime. Tout peut encore y être, tout peut encore y apparaître, et un simple village devient bien plus qu'un endroit, mais carrément une partie d'un monde. En parlant de monde, il y a quelque chose dans les world maps qui s'approche toujours un peu de ces émotions-là. C'est peut-être lié à l'abstraction des endroits qu'on explore, où notre personnage est réduit à un amas de pixels déstructurés et complètement étrangers à l'échelle logique des bâtiments ou des champs autour. Par exemple, la carte du monde de Final Fantasy VII évidemment, mais on va en reparler juste après. Moi, une que j'aime beaucoup, c'est celle de Persona 1, aux USA appelée Révélation Persona. C'est très loin d'être un bon jeu, mais il y a quelque chose dans la structure visuelle qui me plaît énormément. Je sais pas si c'est la première personne dans les donjons, je sais pas si c'est les menus et l'esthétique générale digne d'un film de début des années 90 comme Johnny Mnemonic avec Keanu Reeves, ou l'incroyable carte du monde en polygone abstrait. Je sais qu'en général, les jeux de la série Persona, ou du moins de la série mère de Persona, qui s'appelle Shin Megami Tensei, ont comme essence dans les maps monde d'approcher une abstraction comme si on était sur un GPS, comme si on ne contrôlait pas le personnage directement, mais simplement son symbole sur un GPS. Et ça n'a jamais été aussi clair qu'ici. Enfin voilà, personnellement j'adore les débuts de la CGI, c'est quelque chose qui me touche énormément personnellement, et Persona 1 c'est peut-être un des meilleurs exemples. Une autre catégorie de vieux jeux qui amène chez moi cette émotion familière, c'est les jeux de rôle avec des écrans pré-rendus, comme un peu tout ce qu'on pouvait voir à l'époque. Contrairement aux jeux en 3D qui sont maintenant en caméra à l'épaule, les anciens RPG sont dans une optique de caméra en vue de dessus, ou alors du moins de mise en scène, qui permet d'avoir une vision générale de la carte, de l'architecture et des décors. Non seulement ça permet d'apprécier un peu mieux les endroits où nous sommes, ou du moins différemment, mais aussi, comme je disais, il y a de la mise en scène, il y a des vrais choix de cadrage, et surtout une vision d'ensemble. Il y a des écrans de Final Fantasy VII par exemple qui me restent en tête uniquement du fait de leur cadrage, et des actions à prendre dedans. Pour d'autres, je sais que Chrono Cross a cet effet-là, pour moi c'est aussi le cas dans des jeux comme Metal Gear Solid ou Resident Evil. La force de ces jeux au graphisme pré-rendu et au décor préfet dans lequel bouge notre personnage, c'est un peu la déstructuration de l'espace qu'ils effectuent, en séparant ces plusieurs tableaux par une coupure de caméra qui à la fois déstabilise et peut effrayer dans le cas des jeux d'horreur. Du coup, ça participe à une idée de reprise du cadre et d'apprentissage des alentours d'une manière plus organique et qui est visuellement frappante. Alors que je me rappelle du coup de moments de jeu du remake de Final Fantasy VII qui est en 3D et moderne, je me rappelle d'images très fortes et marquantes de Final Fantasy VII l'original, notamment grâce à son découpage des zones, comme le cimetière de train, Cosmo Canyon, ou la ville de Calme, au nom plutôt bien choisi. Mais du coup, comme je disais, c'est quelque chose qui est assez fort dans les jeux d'horreur et qui, je pense, donnait aux jeux d'horreur sur PlayStation 1 une aura particulière. Il y a Selim Krishan, qui est un universitaire qui travaille sur le jeu vidéo, qui a écrit dans sa thèse La caméra invisible qui évoque le sujet de la caméra dans le jeu vidéo, cette phrase-là. Il dit « Dans le cas des jeux d'horreur, la variation des angles de caméra contribue au sentiment de crainte ressenti par le joueur, incapable de modifier le fragment d'espace visualisé et vivant chaque sortie de cadre comme un événement potentiellement traumatique.
Et c'est là en fait que la déstructuration du manoir Spencer dans Resident Evil par la caméra vidéoludique, elle renforce la curiosité et l'angoisse du joueur. Chaque fois que l'on change d'angle de caméra, ça peut receler un secret ou une menace. Chaque pièce peut mener à une nouvelle horreur, une nouvelle chance de mourir, et c'est ainsi que chaque passage d'une pièce vers l'autre s'accompagne d'une pause dans l'action. À chaque fois, il y a un court écran qui s'impose, celui d'une porte face à la caméra qui s'ouvre vers l'inconnu, et qui laisse ainsi le temps au joueur d'imaginer et de fantasmer ce qui peut se passer après. Car oui, le personnage Avatar est coincé dans Resident Evil, comme le joueur est coincé, et il n'a pas d'autre choix que d'apprendre à utiliser ce manoir comme une nouvelle maison. C'est comme ça qu'à chaque étage du manoir, on trouve une carte sur laquelle sont notées les pièces visitées en vert et les pièces encore non découvertes en rouge. Ce qui montre bien cette appropriation des pièces découvertes et des espaces qui sont déjà apprivoisés. Petit à petit, du coup, le joueur colonise physiquement l'espace du manoir, tout comme il l'apprivoise dans l'espace mental. Et c'est d'ailleurs pas étonnant que le jeu se termine par la destruction du manoir, qui a à la fois évidemment référence à la maison Usher de Edgar Allan Poe, mais surtout l'appropriation ultime du lieu par sa destruction. Et c'est ainsi qu'en finale, je peux parler de Dark Souls comme zone de confort. C'est quelque chose d'assez étonnant, mais c'est vrai que les jeux From Software, malgré leur difficulté qui est reconnue et leur monde qui est déprimant, voire complètement toxique pour le joueur, parviennent un petit peu à créer cette sensation de contrôle, et surtout à la faire sentir concrètement et progressivement. La première partie de Dark Souls, elle se base énormément sur la surprise et l'attention du joueur qui doit être maintenue sous peine de tomber dans un piège, ou alors de se faire tuer par un ennemi beaucoup plus fort que lui. Le personnage jouable étant très fragile, il doit avancer petit à petit, sous peine de risquer sa vie et de se faire tuer d'un coup. Mais une fois qu'on prend un peu conscience de l'environnement et que l'on sait mieux ce que l'on fait, il y a un plaisir qui devient acquis, qui devient gagné à traverser ces endroits à un moment qui était terrifiant et qui maintenant ne sont pas apaisants et qui sont un petit peu comme une seconde nature à traverser. Et après avoir conquéri ces endroits auparavant obscurs, il y a une vraie satisfaction à les reparcourir, comme si on avait apprivoisé quelque chose de sauvage et qu'il ne nous restait plus qu'à s'y promener. Et lorsqu'on mêle à ça du coup l'addictivité du gameplay et l'adrénaline toujours présente à chaque combat, eh bien le reste disparaît, la maîtrise augmente et on entre dans une boucle qui est à la fois infinie et très très addictive. Et puis voilà, j'espère que ce petit tour de mes différentes maisons vidéoludiques vous a plu. On se retrouve bientôt, si vous le voulez bien. Et à la prochaine, à très vite, et prenez soin de vous surtout.